Elle a été laissée seule dans le froid, sans chaussures ni aide, avec un mot plus glacial que la neige elle-même. Les gens passaient à côté, faisant semblant de ne rien voir. Et un seul homme s'est arrêté, et par cette décision, il a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La neige tombait en nappes épaisses et sourdes, comme si le ciel avait décidé d'étouffer la ville sous un linceul blanc. Le vent la poussait de biais, la faisait tournoyer entre les lampadaires, et chaque flocon semblait absorber les sons plutôt que les refléter. La gare, immense masse de pierre et de métal, se dressait dans cette nuit d'hiver comme une frontière entre deux mondes. À l'intérieur, derrière les portes vitrées, la lumière était chaude, presque dorée, et les silhouettes des voyageurs se pressaient vers cette promesse de chaleur. À l'extérieur, sur les quais, le froid régnait sans partage. Il mordait la peau, raidissait les muscles, transformait chaque respiration en une douleur sèche, comme si l'air lui-même pouvait se briser dans les poumons. Les pas résonnaient de manière étouffée sur les dalles couvertes de neige tassée. Des valises roulaient en grinçant, des manteaux se frôlaient, des voix pressées s'élevaient, puis disparaissaient aussitôt, avalées par la tempête. Personne ne s'arrêtait vraiment. Les gens marchaient vite, la tête baissée, les épaules rentrées, chacun enfermé dans sa propre urgence, dans sa propre peur du froid. Lever les yeux, c'était risquer de croiser une détresse à laquelle on ne voulait pas répondre. Alors on regardait droit devant soi, ou bien on fixait l'écran de son téléphone, comme si une notification pouvait servir d'excuse à l'indifférence. À l'extrémité du quai, loin de l'entrée principale et des files de voyageurs, se trouvait un vieux banc en bois. Il avait été installé là des années auparavant, quand la gare était plus petite, plus humaine, et il n'avait jamais été déplacé. Le bois était fendu par endroits, noirci par l'humidité, et la neige s'était accumulée sur l'assise en une couche irrégulière. Peu de gens s'aventurèrent jusque-là. Ce coin semblait hors du temps, presque invisible, comme s'il appartenait à un autre espace que celui où se croisaient les trains et les horaires. Sur ce banc, recroquevillé en une boule fragile, se trouvait une fillette d'environ 7 ans. Son corps était si immobile qu'on aurait pu la confondre avec un paquet abandonné, si ce n'avaient été les légers tremblements qui parcouraient ses épaules. Elle portait une robe fine, d'un rouge sombre tirant vers le bordeaux. Une robe qui aurait pu convenir à un après-midi de printemps, mais qui n'avait rien à faire là, par une nuit glaciale. Ses jambes nues étaient serrées contre elle, et ses pieds, nus eux aussi, reposaient directement sur les planches gelées du banc. La peau de ses orteils avait pris une teinte violacée, et autour de ses lèvres, le bleu s'installait lentement, signe discret mais implacable du froid qui gagnait du terrain. La fillette ne dormait pas. Elle n'en avait plus la force. Ses yeux, grands ouverts, fixaient le vide devant elle, et son regard suivait machinalement les silhouettes qui passaient à distance. Chaque pas, chaque bruit de valise était pour elle une promesse fragile, aussitôt brisée. Elle avait appris, bien trop tôt, que tous ceux qui s'approchaient n'étaient pas des sauveurs. Parfois, quelqu'un ralentissait, la regardait, puis détournait les yeux et s'éloignait. Cette fausse compassion était presque pire que l'indifférence totale. Elle avait cessé d'espérer des mots ou des gestes. Il ne lui restait que l'attente et le froid qui se faisait plus lourd à chaque minute. À côté d'elle, posé sur le banc, se trouvait un morceau de carton détrempé. L'eau de la neige fondue avait brouillé les bords, mais au centre, un mot écrit au marqueur noir restait parfaitement lisible. Un seul mot, brutal dans sa simplicité. À personne. La fillette l'avait vu, elle savait ce qu'il disait, même si elle n'en comprenait pas toutes les implications. Elle savait seulement que ce mot parlait d'elle, qu'il la définissait aux yeux du monde. Elle n'était à personne, donc personne ne devait rien pour elle. C'était une étiquette, un verdict silencieux. Des passants passaient non loin. Certains jetaient un coup d'œil rapide, d'autres ralentissaient d'un pas, hésitaient une seconde, puis reprenèrent leur marche. Une femme pressait son manteau contre elle et accélérait. Un homme faisait semblant de répondre à un appel inexistant. Chacun trouvait une raison valable de ne pas s'arrêter. Le froid était trop intense, l'heure trop tardive, la situation trop compliquée. Aider signifiait poser des questions, appeler des secours, rester sur place. Et rester sur place, c'était affronter cette nuit, cette réalité que personne n'avait envie de regarder en face. À un moment, la porte de la gare s'ouvrit légèrement. Une bouffée d'air chaud s'échappa vers l'extérieur,
contrastant violemment avec le froid mordant du quai. Un employé sortit, une cigarette déjà entre les doigts. Il s'arrêta en voyant le banc, la fillette, le carton. Son corps se tendit imperceptiblement. Il resta là quelques secondes, hésitant, puis son regard se fit fuyant. Il écrasa sa cigarette à peine allumée et rentra à l'intérieur, laissant la porte se refermer derrière lui. La chaleur disparut aussitôt, comme une moquerie. La fillette n'avait pas bougé. Elle avait vu l'homme, elle avait compris qu'il ne reviendrait pas. Le temps semblait s'étirer, devenir épais, presque visqueux. Les tremblements de la fillette se faisaient plus faibles, plus irréguliers. C'était un signe dangereux, mais personne ne le remarquait. La nuit poursuivait son œuvre, implacable. Puis au loin, un bruit différent se fit entendre. Un grondement sourd, mécanique, qui déchirait le silence étouffé de la neige. Le son d'un moteur de moto. Il se rapprocha, devint plus distinct, puis s'arrêta brusquement quelque part près de l'entrée de la gare. Peu après, des pas lourds crissèrent sur la neige. Des pas lents, assurés, qui ne cherchaient pas à se fondre dans la foule. L'homme qui avançait portait une veste de cuir sombre, usée par les années. Des écussons étaient cousus dans son dos, témoins d'une appartenance que beaucoup regardaient avec méfiance. Son visage était marqué par le temps, par des choix faits et assumés. Ses yeux, en revanche, étaient l'homme calme, attentif, ceux de quelqu'un qui avait appris à observer avant d'agir. Dans la ville, on parlait de lui avec prudence. Un mot revenait souvent, murmuré plus que prononcé. Motard, un homme du club, quelqu'un dont on préférait garder ses distances. Il s'appelait Cal Hart. Il ne marchait pas vers la gare par habitude ou par urgence. Il avançait simplement parce que quelque chose avait attiré son regard. Il vit le banc, la petite silhouette immobile, le carton. Le mot écrit dessus lui sauta aux yeux. À personne. Il s'arrêta à quelques pas, comme frappé par une évidence brutale. Ce n'était pas de la pitié qui l'envahit, mais une colère froide, contenue. Ce mot réveillait en lui un souvenir ancien, un échec qu'il n'avait jamais vraiment digéré. Des années auparavant, il avait eu une famille, une femme, un enfant. Un instant, court mais décisif, où il avait cru perdre son fils à jamais. L'enfant avait été retrouvé, vivant, mais quelque chose s'était brisé à ce moment-là. Pas dans les cris ou les larmes, mais dans le silence qui avait suivi. Sa vie s'était fragmentée, et Cal avait fini par partir, par prendre la route, par se réfugier dans des règles simples et une loyauté sans compromis. Une chose, cependant, était restée intacte, sa limite. Les enfants. On ne les abandonne pas. On ne les laisse pas payer pour les fautes des adultes. Il s'approcha encore d'un pas, puis s'arrêta. Il était conscient de ce que la scène pouvait évoquer aux yeux d'un observateur. Un homme en cuir, la nuit, face à une enfant seule. Il savait que certains regarderaient avec suspicion. Sa main se leva instinctivement vers l'épaule de la fillette, puis se figea en l'air. Il observa son visage, la couleur de sa peau, la manière dont sa poitrine se soulevait à peine. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Si les tremblements s'arrêtaient complètement, ce serait trop tard. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Personne ne semblait prêt à intervenir. Alors il prit sa décision. Il retira sa veste de cuir et la posa doucement autour des épaules de la fillette, prenant soin de glisser le cuir sous son dos pour la protéger du bois glacé. Le contraste de la matière chaude contre son corps provoqua une légère réaction. Les paupières de l'enfant frémirent. Lorsqu'il la souleva avec précaution, il fut frappé par sa légèreté. Elle pesait à peine, comme si le froid l'avait déjà vidé de sa substance. Ses yeux s'entr'ouvrirent un instant, laissant passer un regard mêlé de peur et d'un espoir presque douloureux, avant de se refermer. Cal la porta à l'intérieur de la gare sans un mot de trop. Sa voix, lorsqu'il ordonna qu'on appelle une ambulance, était ferme, sans appel. Il resta près d'elle, refusant de s'éloigner, jusqu'à ce que la sirène retentisse au loin et que les secouristes prennent le relais. Il expliqua brièvement où il l'avait trouvée, dans quel état. Personne ne lui posa de questions inutiles. Le morceau de carton était resté sur le banc. Quelqu'un le ramassa et le tendit à Cal. Il lut encore une fois le mot, puis serra le carton dans sa main jusqu'à ce qu'il se plie, que les fibres craquent sous la pression. Ce mot ne serait pas la fin de l'histoire. Pas cette nuit. Lorsque les portes de l'ambulance se refermèrent
et que le véhicule disparut dans la tempête, Cal resta un instant immobile sur le quai. Le froid n'avait pas changé, la neige continuait de tomber, mais quelque chose avait basculé. La fillette avait été arrachée au bord du néant. Ce n'était que le début. Derrière cette nuit, derrière ce banc et ce mot cruel, se cachait une vérité plus sombre encore, et Cal le sentait. Il savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'un simple abandon, et il savait aussi que ce qu'il venait de faire l'entraînerait bien au-delà de cette gare, dans une histoire qui allait lier à jamais son destin à celui de cet enfant. Lorsque les portes de l'ambulance se refermèrent et que le véhicule s'éloigna dans la nuit, les gyrophares bleus se diluèrent rapidement dans le rideau de neige. La gare retrouva son silence étouffé, mais ce silence n'était plus le même. Sur le quai, le banc restait vide, recouvert d'une nouvelle couche blanche, comme si la tempête s'efforçait déjà d'effacer toute trace de ce qui venait de s'y jouer. Callard resta quelques instants immobile, les mains dans les poches, le regard perdu dans le vide. Il sentait encore contre ses bras le poids presque inexistant du corps de l'enfant, cette légèreté inquiétante qui ne le quittait pas. Puis il se détourna lentement et quitta la gare, conscient que, désormais, l'histoire venait de changer de lieu, mais pas de gravité. À l'hôpital, la nuit était rythmée par un autre type de mouvement. Les couloirs baignés de lumière artificielle résonnaient de pas rapides, de chariots métalliques, de voix basses échangées avec précision. La fillette fut conduite sans délai dans une salle d'urgence. Les médecins n'avaient pas besoin de longs discours pour comprendre la situation. La température corporelle était dangereusement basse, la peau froide et marbrée, les lèvres presque violettes. Chaque minute comptait. On la débarrassa de ses vêtements trempés, on l'enveloppa de couvertures chauffantes, on installa des perfusions pour réhydrater lentement son corps épuisé. Les gestes étaient rapides, précis, dénués de toute émotion visible, mais derrière cette efficacité se cachait la conscience aiguë d'avoir affaire à une vie suspendue à un fil. Le diagnostic se précisa rapidement. Hypothermie sévère, déshydratation avancée, état de choc. Un médecin murmura qu'une heure de plus à l'extérieur aurait très probablement suffi à provoquer un arrêt cardiaque. Cette phrase, prononcée sans emphase, resta pourtant suspendue dans l'air, lourde de conséquences. La fillette fut placée sous surveillance constante. Les machines mesurèrent son pouls, son rythme respiratoire, sa température, traduisant en chiffres la fragile bataille que son corps livrait contre le froid. Les heures passèrent lentement. À mesure que la nuit avançait, les constantes commencèrent à se stabiliser. Ce ne fut pas un retour soudain à la normale, mais une progression presque imperceptible, comme si la vie revenait à pas prudents, craignant d'être chassée à nouveau. À l'aube, un léger soulagement se fit sentir parmi le personnel. L'enfant était toujours en danger, mais elle n'était plus en train de mourir. C'est à ce moment-là que les services sociaux furent avertis. Une femme d'une quarantaine d'années, au visage marqué par des années passées à gérer la détresse des autres, entra doucement dans la chambre. Elle s'assit à une certaine distance du lit pour ne pas envahir l'espace de l'enfant. La fillette avait les yeux ouverts, mais son regard semblait flotter ailleurs, comme si elle se trouvait encore à moitié sur le quai glacé. La travailleuse sociale se présenta calmement, expliqua qu'elle était là pour aider, qu'elle n'allait rien lui faire de mal. Les mots étaient simples, choisis avec soin. Elle posa quelques questions. « Comment tu t'appelles? Où sont tes parents? Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ?» La fillette resta silencieuse. Elle ne détournait pas la tête, mais ses lèvres demeuraient closes. Ce mutisme n'était pas de la provocation ni un refus conscient. C'était une protection. Dans son esprit, parler signifiait risquer de raviver ce qui lui avait déjà fait trop de mal. Le silence était devenu son refuge, le seul endroit où elle se sentait encore en sécurité. La travailleuse sociale n'insista pas. Elle avait appris, au fil des années, que forcer un enfant à parler pouvait être une seconde violence. Elle resta simplement là, présente, offrant une forme de stabilité. Après un long moment, alors que le bruit des machines semblait presque hypnotique, la fillette remua légèrement. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était à peine plus qu'un souffle. Elle ne raconta pas une histoire complète. Elle laissa échapper quelques fragments, comme des morceaux d'un souvenir brisé. Une voiture, l'obscurité, puis le banc, puis le froid. Chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Ces quelques phrases suffirent pourtant à changer la nature de l'affaire. Il ne s'agissait pas d'un enfant perdu par inadvertance. Quelqu'un l'avait conduite là.
Quelqu'un avait décidé de la laisser sur ce banc. Cette prise de conscience transforma l'atmosphère dans la chambre. La compassion fit place à une détermination plus froide. Il y avait un responsable, et il fallait le trouver. La police entra en scène avec la même discrétion que les médecins. Les questions se firent plus techniques, plus orientées. On s'intéressa aux morceaux de carton retrouvés à la gare. Il avait été placé sous scellé dès l'arrivée de l'ambulance. Dans un laboratoire, on releva des empreintes digitales sur les zones épargnées par l'humidité. Les résultats ne tardèrent pas. Une correspondance apparut dans la base de données. Un nom, Brandon Cross, 35 ans. Plusieurs signalements pour harcèlement, violation d'ordonnances restrictives. Toujours le même nom revenait dans les plaintes. Celui d'une femme, Mia Carter. Ce nom fut transmis aux services compétents. On chercha à établir un lien avec l'enfant. Peu après, l'identité de la fillette fut confirmée. Elle s'appelait Eva. Ce simple fait, la restitution d'un prénom, eut un poids symbolique immense. Elle n'était plus à personne. Elle avait une identité, une histoire, une mère quelque part. Une question demeurait cependant. Où était cette mère? Pourquoi n'était-elle pas à l'hôpital, au chevet de son enfant? Les agents tentèrent de la joindre, sans succès. L'inquiétude grandit. L'absence de Mia ne pouvait pas être une simple coïncidence. Elle aussi pouvait être en danger. Cal Hart, de son côté, avait été brièvement interrogé. Il avait décrit la scène avec des mots simples, sans chercher à se mettre en avant. Où il avait trouvé l'enfant, son état, le carton. Il n'avait rien ajouté d'inutile. Une fois son témoignage enregistré, il s'était retiré, restant à distance. Il n'était pas du genre à s'imposer dans les couloirs d'un hôpital. Pourtant, il ne quittait pas vraiment les lieux. Il restait dans l'ombre, comme s'il sentait que l'histoire n'était pas terminée. Il observait le va-et-vient des infirmières, les conversations à voix basse, les regards graves échangés entre policiers. Son instinct lui disait que ce qu'il avait vu sur ce banc n'était que la surface d'un problème plus profond. Personne n'abandonne un enfant de cette manière sans une raison tordue, sans une intention précise. Et cette intention, il fallait la mettre au jour. À mesure que le jour se levait sur la ville, une nouvelle phase commençait. Eva dormait enfin, d'un sommeil fragile mais réel, protégée par des murs épais et des regards attentifs. Autour d'elle, des adultes s'activaient, cherchant à comprendre comment une petite fille avait pu se retrouver seule sur un quai, marquée par un mot aussi cruel. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, lentement mais sûrement. Et quelque part, loin de l'hôpital, une autre histoire se déroulait en parallèle, celle de sa mère, prise dans un piège qu'elle n'avait pas vu se refermer. Pendant qu'Ava dormait enfin dans la chambre blanche de l'hôpital, enveloppée de couvertures et reliée à des machines qui surveillaient chaque battement de son cœur, sa mère avançait dans une nuit différente, tout aussi froide, mais sans neige pour en adoucir le silence. Mia Carter avait toujours eu l'impression que sa vie tenait par un équilibre fragile, construit jour après jour avec de la fatigue, des concessions et une vigilance constante. Elle habitait un petit appartement situé au-dessus d'une laverie, dans un quartier où les murs semblaient toujours vibrer au rythme des machines en marche. Le bruit sourd des tambours et l'odeur persistante de lessive faisaient partie de son quotidien, au même titre que les horaires décalés et les comptes serrés. Elle travaillait sur deux fronts, sans jamais vraiment s'arrêter. Le matin et parfois jusque tard dans la nuit, elle était serveuse dans un petit restaurant, souriant mécaniquement aux clients, mémorisant les commandes, encaissant les pourboires comme on ramasse des miettes pour survivre. Entre deux services, elle nettoyait des bureaux, des escaliers, des espaces impersonnels où personne ne la regardait vraiment. Elle ne se plaignait pas. Elle avait appris à considérer l'épuisement comme une norme. Tant qu'Ava allait à l'école, tant qu'elle mangeait à sa faim et qu'elle dormait dans un lit chaud, Mia se disait que tout cela avait un sens. Elle n'avait pas de grande famille sur laquelle s'appuyer, pas de parents proches, pas de frères ou de sœurs prêts à prendre le relais. Il y avait seulement Mrs. Doyle, une voisine âgée qui acceptait de garder Eva après l'école. Une femme au dos courbé et aux mains ridées, mais dont la bienveillance avait longtemps rassuré Mia. Cette aide modeste était devenue indispensable. Sans elle, tout l'édifice se serait écroulé. 2 ans plus tôt, Mia avait cru, l'espace de quelques mois, que sa vie pouvait devenir plus simple. Brandon Cross était apparu à un moment où la fatigue brouillait son jugement. Il s'était montré attentif, serviable,
Il réparait ce qui cassait, apportait parfois des courses, s'occupait d'Ava avec une gentillesse presque ostentatoire. Il parlait de projets, d'avenir, de stabilité. À ce moment-là, ces mots avaient agi comme un baume. Mia avait voulu y croire, mais progressivement, quelque chose avait changé. Ce ne furent pas des cris ni des coups. Brandon ne levait jamais la main. Il faisait pire. Il s'immisçait dans chaque détail. Il demandait où elle allait, à quelle heure elle rentrait, pourquoi elle avait mis tant de temps. Il commentait ses vêtements, ses fréquentations, son travail. Il insinuait que sans lui, elle n'y arriverait pas, qu'elle faisait de mauvais choix, qu'Eva prenait trop de place dans sa vie. À force de répétition, ses paroles avaient commencé à creuser des fissures. Mia se surprenait à douter de sa propre perception, à s'excuser pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Le jour où elle l'avait mis dehors n'avait rien eu d'héroïque. Il n'y avait pas eu de grande scène. Simplement une lassitude absolue, une certitude soudaine que si elle restait, elle se perdrait complètement. Elle avait changé les serrures, cessé de répondre aux appels. Pendant un temps, le silence avait semblé confirmer qu'elle avait eu raison. Elle avait repris son souffle, lentement. Ce qu'elle ignorait, c'est que Brandon n'était jamais vraiment parti. Il observait, il attendait. Il connaissait les horaires d'Ava, le chemin de l'école, les jours où Mia travaillait tard. Il ne voulait pas l'enfant pour elle-même. Eva n'était qu'un levier. Ce qu'il cherchait, c'était le contrôle, la domination ultime sur Mia. Le jour où tout bascula avait commencé comme tant d'autres. Mia travaillait au restaurant, l'esprit occupé par la liste des choses à faire après son service. Brandon était entré sans bruit et s'était installé à une table. Il n'avait pas haussé la voix, n'avait rien exigé. Il avait simplement commandé un café et attendu qu'elle s'approche. Lorsqu'il parla, ce fut à voix basse, avec un calme glaçant. Une seule phrase, prononcée sans émotion, suffit à faire disparaître le sol sous les pieds de Mia. Elle comprit instantanément qu'Eva n'était plus en sécurité. Elle laissa tout derrière elle et courut. L'appartement était vide. Chez Mrs. Doyle aussi. Sur la table, une tasse encore tiède, le téléphone d'Eva posé comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. Puis le message arriva, d'un numéro inconnu. Il disait qu'Eva allait bien pour le moment. Il disait de venir seule. Il disait que si elle appelait qui que ce soit, elle ne reverrait jamais sa fille. Mia se rendit à la station de fret abandonnée, le cœur battant, l'esprit engourdi. Brandon l'attendait. Là-bas, dans l'obscurité, il déversa ce qu'il gardait en lui depuis des mois. Il parlait de ce qu'elle lui devait, de la manière dont elle l'avait humilié, de l'enfant qu'il avait éloigné de lui. Chaque mot était calculé pour la faire douter, pour la briser. Pendant qu'il parlait, il savait qu'Eva était ailleurs, seule, livrée au froid. Il n'avait jamais eu l'intention de la rendre après cette conversation. Le carton, le mot cruel, faisait partie du châtiment. Il voulait que Mia vive avec cette image pour toujours. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que quelqu'un s'arrêterait. Quelqu'un qui verrait ce que tant d'autres avaient refusé de voir. Et tandis que Brandon savourait son illusion de contrôle, le temps jouait déjà contre lui. La nuit avançait, et avec elle, les conséquences de ses actes. Lorsque la nuit commença à se dissiper, laissant place à une aube pâle et incertaine, la mécanique des événements s'accéléra avec une précision presque implacable. À l'hôpital, Eva dormait toujours, son visage apaisé contrastant avec les heures d'angoisse qu'elle venait de traverser. Dans une autre partie de la ville, Mia Carter fut retrouvée par la police près de la station de fret abandonnée. Elle était assise sur une marche de béton, le regard vide, incapable d'expliquer immédiatement ce qui venait de se passer. Son état de choc parlait pour elle. Les agents comprirent rapidement qu'elle avait obéi à une menace, qu'elle avait été prise au piège par la peur la plus primitive qui soit, celle de perdre son enfant. À partir de ce moment, l'enquête prit une nouvelle ampleur. Les éléments commencèrent à s'assembler avec une clarté inquiétante. Les empreintes retrouvées sur le carton menaient à Brandon Cross. Les plaintes déposées par Mia dans le passé donnaient un contexte précis à la situation. Les messages retrouvés sur son téléphone confirmaient la manipulation et le chantage. Il ne s'agissait plus d'un simple abandon, mais d'un acte calculé, pensé pour infliger une souffrance durable. La police se mit en mouvement. Des images de caméras de surveillance montrèrent un véhicule quittant la zone de la station de fret peu après l'heure estimée de la disparition de Mia. Un ticket de carburant, payé en espèces,
permit de tracer un itinéraire approximatif. Dans plusieurs commerces ouverts la nuit, des employés se souvenaient d'un homme nerveux, achetant des cigarettes, regardant constamment autour de lui. Chaque témoignage ajoutait une pièce supplémentaire au puzzle. Pendant ce temps, Cal Hart n'était pas resté inactif. Il n'avait pas franchi la ligne qui l'aurait placé en dehors de la loi, mais il avait parlé. À des gens qui savaient observer, qui retenaient pour les détails que d'autres oubliaient, des mécaniciens, des employés de stations-service, des habitués des routes secondaires. Rien d'officiel, rien d'écrit, mais une circulation d'informations rapide, presque instinctive. Ce réseau discret permit de confirmer ce que la police soupçonnait déjà. Brandon Cross se dirigeait vers un vieux motel situé le long d'une route peu fréquentée, un endroit où l'on payait en liquide et où l'on ne posait pas de questions. La nuit suivante, les forces de l'ordre encerclèrent le motel. Les lumières des gyrophares découpèrent l'obscurité, projetant des ombres mouvantes sur les murs défraîchis. Lorsque les agents frappèrent à la porte de la chambre, il n'y eut d'abord aucune réponse, puis des pas, hésitants. La porte ne s'ouvrit pas. Elle fut forcée. Brandon Cross tenta de feindre la surprise, mais les preuves étaient là, visibles. Un téléphone contenant les messages envoyés à Mia, un marqueur noir, des morceaux de carton semblables à celui retrouvé sur le quai, des vêtements préparés pour la fuite. Les menottes claquèrent sur ses poignets, mettant fin à son illusion de contrôle. Alors qu'il était conduit à l'extérieur, Brandon aperçut un motard immobile près de la route, assis sur sa machine. Cal Hart ne bougeait pas. Il ne disait rien. Leur regard se croisa brièvement. Brandon ne savait pas qui était cet homme, mais il comprit à cet instant que quelqu'un avait vu ce qu'il avait fait, et que cette fois, il ne pourrait pas effacer ses traces. Au matin, Mia arriva à l'hôpital. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle vit Ava, vivante, réchauffée, reliée à des perfusions. Elle s'effondra presque en la serrant contre elle, comme si ce simple geste pouvait effacer la nuit passée. Les infirmières s'éclipsèrent discrètement, laissant la mère et l'enfant se retrouver dans un silence chargé d'émotions. Sur une chaise, une veste de cuir reposait, lourde, imprégnée de l'odeur de la route et du froid. Mia demanda à qui elle appartenait. On lui répondit simplement qu'un homme avait apporté sa fille à l'hôpital et qu'il était reparti sans rien demander. Elle retrouva Cal plus tard, dans le hall. Elle ne prononça pas de discours. Elle se contenta de l'enlacer, brièvement, avec une gratitude qui dépassait les mots. Cal resta immobile, un peu maladroit, mais il ne se dégagea pas. Quelque chose en lui, qu'il croyait figé depuis longtemps, se fissura doucement. Le procès eut lieu des mois plus tard. Les faits furent exposés sans détour. Les empreintes, les images, les messages, les rapports médicaux décrivant l'hypothermie sévère d'Eva. La défense tenta de présenter Brandon comme un homme brisé par une relation conflictuelle, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Il fut reconnu coupable de kidnapping, de harcèlement et de mise en danger délibérée de la vie d'un enfant. Lorsqu'il fut emmené, il n'y eut ni cri ni éclat, seulement la fin d'un pouvoir qu'il croyait absolu. La vie reprit lentement son cours. Eva ne guérit pas en un jour. Elle fit des cauchemars, sursauta au moindre bruit, évita longtemps les bancs et les gares. Mia déménagea, trouva un emploi lié à l'aide aux femmes en situation de danger. Elle n'était pas devenue invincible, mais elle avait appris à ne plus ignorer les signaux. Cal apparaissait parfois, discrètement. Il apportait un livre, un puzzle, ou restait simplement quelques minutes. Il ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit. Sa présence suffisait. La ville, elle aussi, changea. On parla davantage de sécurité, d'enfants, de responsabilité. Des affiches apparurent, des discussions eurent lieu dans les écoles. La nuit du quai devint un rappel silencieux de ce qui arrive quand on détourne le regard. 1 an plus tard, lors d'un événement consacré à la protection de l'enfance, Eva monta sur scène aux côtés de sa mère. Elle était plus grande, plus sûre d'elle. Sur son sac à dos pendait un petit symbole métallique qu'elle avait choisi elle-même. Après la cérémonie, elle courut vers Cal et l'enlaça brièvement. Ce geste simple contenait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Chez elle, ce soir-là, Eva dessina un quai enneigé, un banc, une grande silhouette en cuir et une petite forme enveloppée de noir. Dans un coin, elle traça un soleil jaune éclatant. En dessous, elle écrivit une phrase simple, appliquée. « Tu m'as vu ?» Et c'est ainsi que se termina cette histoire, non pas par un verdict ou des applaudissements,
mais par la certitude qu'un enfant que l'on avait voulu laisser sans personne avait été reconnu, protégé et rendu au monde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire et d'autres récits aux rebondissements inattendus. Ouvrez la prochaine vidéo et découvrez les autres histoires sur la chaîne. Certaines renversent au tout dans les toutes dernières secondes. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui aiment ce genre d'histoire, afin qu'eux aussi découvrent comment tout s'est terminé.